kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Agibou Diallo. Vous avez pu obtenir un master en sciences politiques à Paris 8. Après vos études, vous êtes resté en France où vous y séjournez toujours depuis 23 ans maintenant, mais très au fait, Agibou Diallo, de l'actualité du pays. Oui, dites-nous, qu'est-ce qui vous a retenu en France? C'est la pression sociale, on va dire. Ah oui? On finit le travail, on finit les études, on rentre, on n'a pas de perspective professionnelle. Alors que nous sommes de familles très modestes, c'est peut-être même miraculeux que nous soyons parvenus à faire des études supérieures, parce que les conditions sociales ne nous y prêtaient pas du tout. Je suis le fils d'un ouvrier de la Dakar Marine. À l'époque du Parti Socialiste, il faut comprendre que la pension de retraite était virée une fois tous les 3 mois. Et j'ai un père pour lequel j'ai une affection incommensurable par rapport au sens de la dignité et de la résilience qu'il a su nous transmettre dans sa façon de s'organiser, d'organiser sa vie. Il n'a jamais vécu au-delà de ses moyens et il ne nous a pas fait miroiter quelque chose qu'il était incapable de faire. Savoir rendre aussi hommage aux parents. Voilà, c'est donc, on va dire que c'est une grâce de la Providence qui m'a permis de me hisser là où j'ai pu me mettre du point de vue de la formation scolastique et universitaire, académique pour faire court. Et donc, à la suite de ça, quand on finit les études, il y a la perspective professionnelle qui se pose. On a envoyé des CV au Sénégal. Je suis venu moi-même ici en 2007 pour faire une demande de recrutement au niveau de la fonction publique. Bon, ça n'a pas pu se réaliser. J'ai dû déposer des CV un peu partout dans le privé. Ça n'a pas pu se réaliser. Et donc finalement, j'avais encore une possibilité de retourner. Mon titre de séjour n'était pas encore terminé. Et puis bon, je suis allé m'installer là-bas. J'ai fait ma vie, j'ai fait mes enfants, je travaille. Sans pour autant. Vous êtes dans quelle activité professionnelle? Je suis dans la logistique. Okay. Après avoir été commercial, après avoir été même entrepreneur, j'ai essayé d'entreprendre par moi-même parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas. Mais malheureusement, j'ai pas l'âme d'un entrepreneur. Donc tout de suite j'ai été heurté ou j'ai dû faire face à la réalité par rapport à mes propres capacités intellectuelles quant aux orientations professionnelles que je voulais donner à ma carrière. Oui, une chose aussi est de parler de votre orientation professionnelle, une autre, parler de votre expérience politique. Agibou Diallo, vous avez un passé de militant. Oui. En jetant un regard sur votre profil, je me suis rendu compte qu'à l'âge déjà de 8 ans, vous avez adhéré ou on vous a happé justement au PIT, au Parti de l'Indépendance et du Travail, mais aussi parce qu'il y avait un prétexte. Le siège du PIT à Kharial était proche de votre maison familiale. Tout à fait. Et vous avez tout à fait Comment raison. Cela s'est-il Vous avez tout à fait, Oumar. En fait, on va dire que c'est un heureux concours de circonstances. Le PIT, je pense, s'est installé à Kharial à partir du début des années 80. À l'époque, j'avais peut-être 6-7 ans. Nous avons vu le premier siège qui est juste mitoyen avec la station essence Kharial se faire construire devant nous. À l'époque, c'était un petit terrain où, avec la petite taille que nous avions, qu'il nous suffisait de faire popo. Les matchs où on mettait un pot de Gloria qui valait à l'époque 75 francs et on jouait. Quand ils ont construit le siège, on a déplacé le terrain d'un pouce et à force de jouer là-bas, la direction nous a proposé de venir adhérer au niveau de l'Union des jeunesses démocratiques Alboury Ndiaye. Bon, nous avions dit oui tout de suite parce qu'ils nous proposaient des activités ludiques.
on nous faisait faire du théâtre, Oui. on nous apprenait quelques éléments clés de langage du marxisme, force productive, plus-value. Bon, on nous a bourré de concepts dont on n'avait pas en fait conscience de la teneur. La dialectique. Exactement. Avec Fossé Moupategui. Oui, tout à fait. Et donc, c'est comme ça que le virus, on va dire, de l'engagement politique m'a été inoculé. Et aussi loin que puissent remonter mes souvenirs, je peux dire l'appel intérieur. C'est-à-dire, à un moment donné, l'engagement aussi, c'est une question de réponse à un appel intérieur. Ah oui. Et ça, l'élément déclencheur, je pense que je l'ai eu en voyant Samba Julde Thiam Oui. sur le pupitre du cinéma Al Akbar, cinéma El Mansour, où se tenait, qui était le cadre du congrès du Parti de l'Indépendance et du Travail. Et je pense que c'est à ce moment-là même que Feu Seydou Sissoko passait le témoin à Feu Ahmad Dansokho. Le déclic, il est venu du fait que j'étais parmi les pionniers, les enfants qui jouaient un peu aux mascottes et on va dire aux garçons d'honneur. Et j'ai eu la chance d'être... Avec les t-shirts blancs. Exactement. Et donc j'ai eu la chance d'être juste en face du pupitre. Et j'ai entendu Samba Julde Thiam s'épancher en une langue que je ne comprenais pas, mais quand même qui était caractérisé par un applaudimètre qui était un poil au-dessus de ceux qui l'avaient précédé sur le pupitre. Et en voyant cette scénographie, où il y a un homme charismatique qui traite de sujets et qui attire ou qui conquiert l'adhésion de la salle, ça fait rêver pour un gamin. Donc je me suis dit intérieurement, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire comme ce monsieur-là. Et bon, voilà, le chemin faisant, je pense que je suis sur la voie. Je n'ai pas encore atteint le niveau du professeur Samba Julde Thiam, et ils sont nombreux à être un peu mes maîtres qui m'accompagnent. Oui, il a été question quelque part à travers l'ouvrage de nous raconter quand même une scène où le véhicule de Ahmad Dansokho qui était en panne, vous l'avez aidé. Et de ce point de vue, l'image est quand même caractéristique d'un symbole. Oui, parce que Ahmad Dansokho aussi avait un rapport très particulier avec moi. Je pense que bon, c'est un animal politique, c'est quelqu'un qui a un commerce social au-dessus de la moyenne, donc qui avait un flair, et il m'a très tôt laissé s'incruster dans son cercle privé, et il m'accordait la latitude de marquer mon opposition, alors même que je n'étais même pas de taille à lui porter la contradiction, mais c'était sa façon à lui de me former et de m'apprendre véritablement à conquérir des espaces de liberté pour justement avoir toute l'attitude d'opiner sur n'importe quel sujet sans avoir de complexe, quel que soit l'interlocuteur que j'ai Ce passage est important parce que ça nous permettra de mieux appréhender la suite ou la conjoncture dans laquelle nous sommes. Alors, Agibou, après le PIT, vous avez justement adhéré à Andedjeuf PADS. Après Andedjeuf PADS, à l'AFP de Moustapha Niasse, là également, c'est des étapes importantes dans votre parcours. Oui, c'est une forme d'évolution par rapport au rapport que j'ai avec l'idéologie. Je me suis laissé convaincre que finalement, en fait, le marxisme-léninisme a échoué avec, on connaît le goulag stalinien ou le pogrom stalinien, avec tout ça, bon, je ne vais pas revenir sur cette longue histoire. Je me suis laissé convaincre par des amis que j'ai rencontrés au lycée Blaise Diagne et qui étaient plus intelligents que moi, je n'ai pas honte de le dire, qui avaient une culture beaucoup plus immense que la mienne, mais qui avaient quand même la générosité de partager cela avec moi. Et celui qui me revient à l'esprit aujourd'hui, c'est Abdourahmane Seck. Il est, je crois, responsable des études religieuses à l'université de Gaston Berger. Nous étions ensemble à la fois animateurs du comité de lutte du lycée Blaise Diagne, j'étais leur cadet, et animateur du comité de base de Andedjeuf. Donc je me suis laissé convaincre par le maoïsme comme étant une idéologie qui était beaucoup plus conforme ou adaptée à la réalité économique du Sénégal, puisque en termes de force sociale, nous avions les masses paysannes qui étaient majoritaires. Mais qu'est-ce qui fait que, oui, du marxisme-léninisme, vous êtes arrivé au socialisme? Oui, le socialisme,
le socialisme, en fait, la social-démocratie s'est substituée au socialisme à partir du début du 20e siècle. Et donc, a accompagné la victoire du capitalisme sur le communisme, où dans la guerre froide a été, d'une certaine manière, accompagné par l'émergence de forces sociales réformistes. Et ça nous renvoie au congrès de Tours en 1920 entre les socialistes français qui butaient sur la conception d'un socialisme réformiste en opposition à une conception d'un socialisme révolutionnaire. Et je pense que la rupture entre les socialistes français et les communistes date de 1920. Et donc, tout ce mouvement-là, nous le sommes appropriés parce que nous avons aussi avec la France une certaine histoire imbriquée qui remonte à 1848 quand il y a eu l'érection des 4 communes ici au Sénégal et qui donnait le droit aux natifs de ces 4 communes de voter. Je pense que pour ça, je peux renvoyer à nos auditeurs un excellent livre de Pierre-Rosan Vallon, l'histoire du suffrage universel, le sacre du citoyen. C'est un livre qui est volumineux, 500 pages, et à l'intérieur, il y a une bonne partie qui est consacrée justement à l'érection des 4 communes et les raisons pour lesquelles Napoléon l'avait fait d'un point de vue stratégique. Mais bon, ça, c'est pas le propos. C'est pour expliquer un peu votre parcours de militant, parce que oui, du PIT à Andediev PADS. C'est de la transhumance dans l'autre sens, quoi. Dans d'autres sens. Transhumance idéologique. Idéologique, comme vous dites, mais aussi, oui, finalement, vous avez quitté le terrain politique. Pour mieux y revenir. Mais en attendant, vous avez créé un think tank intitulé Petro-Team. C'est pas Petro-Team comme nous connaissons, mais ici... Il y a une résonance psychologique dans le choix du nom. En fait, ça ne vient pas... Quand il y a eu le scandale, entre guillemets, de Franck Timis et le frère du président, pour ne pas le nommer, Aliou Sall, il y a eu un tollé médiatique de grande envergure qui a pris possession, on va dire, de l'espace public et qui catalysait un peu le débat. Plein de gens se sont indignés et on avait dit que nous ne pouvions pas rester les bras ballants. Il fallait creuser un peu cette histoire-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ces hydrocarbures. Bon, après, nous nous sommes retrouvés sur Facebook. On avait créé un groupe qui s'appelait le Sénégal. Moi, j'y ai été en fait juste coopté. J'en suis pas l'initiateur. C'est Chassadi Boudjob, je crois que certains le connaissent bien. Il y avait même le rappeur Degiti. D'ailleurs, c'est l'idée de Petro Team. C'est lui qui l'a suggéré. Donc, c'est Petro, en référence au pétrole, team anglais, team. Monde. Donc voilà, c'est les Sénégalais de la diaspora, d'activistes engagés qui essaient de passer sur le gris les questions d'actualité où les enjeux véritablement touchent les intérêts du Sénégal, pour ne pas dire des Sénégalais. Alors, nous en venons à votre ouvrage intitulé « Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres ». C'est le titre de votre ouvrage. Alors, oui, que nous est-il finalement arrivé au point que vous avez choisi un tel titre dans un tel contexte? S'agit-il d'une colère, d'un cri de cœur? Il y a tout cela. Il y a une colère qui est justifiée compte tenu des ressources humaines dont regorge ce pays-là. Moi, je suis un produit pur de ce pays. Et c'est ce pays qui a fait de moi le citoyen qui peut, un peu partout dans le monde, crier sa fierté d'être sénégalais et qui peut ferrailler avec n'importe quel intellectuel ou militant de quelque point qu'il soit de la planète. Mais au regard de l'évolution aujourd'hui des transactions politiques, pour ne pas dire l'écosystème social, il y a, me semble-t-il, une sorte de déni d'une réalité. Les gens, en fait, sont en train de mettre la poussière sous le tapis, alors que nous faisons face à une bombe sociale qui est attachée aux croix démographiques, qui n'est pas totalement en synchronisation avec ce que l'on appelle trivialement la croissance économique. On nous balance des croissances, des chiffres et tout, mais la réalité, elle est palpable. Il suffit de Dakar, aujourd'hui, c'est ruralisé. Moi qui ai l'habitude de m'absenter et de revenir, il y
a des infrastructures, c'est la France à dire, on fait, mais je pense que tout ça aussi obéit à une sorte de saupoudrage, de pilotage à vue, mais les questions de fond aujourd'hui sont éludées dans le débat politique. On est descendu dans les caniveaux et on se complaît à rester dans les caniveaux pendant que bon, le monde est en train d'évoluer, de bouger, et nous restons là à nous regarder le nombril. D'où justement ma colère. Et elle est justifiée dans la mesure où la politique, d'une certaine manière, m'a un peu, comment dirais-je, privé de mon enfance. J'aurais pu peut-être me concentrer à faire, je sais pas, à m'intéresser au foot. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse en dehors de la politique. Je suis intéressé qu'aux questions politiques, tant et si bien que j'ai été amené à faire des philosophie et sciences politiques. Sachant que c'est des vocations qui n'ont pas forcément des débouchés d'un point de vue professionnel. Mais c'est pas important, ça m'importait peu. Ce que je voulais, c'était apprendre à jouer avec les concepts, à les habiller, à leur donner un contenu et à les déshabiller pour mieux les réhabiller. Donc c'est une dialectique d'une certaine manière. Toi qui as fait de la philosophie, tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est ça qui, en fait, m'a amené aujourd'hui, après avoir quitté l'AFP, je suis resté dans la politique en tant qu'activiste et j'interviens souvent via ma page Facebook et parfois j'envoie des contributions au niveau de la presse. Mais ça ne suffit pas. Il fallait aujourd'hui faire une adresse parce que nous sommes dans une période charnière. On est à un moment de clarification. Il faut qu'on pose les vrais débats et les articuler avec les véritables enjeux qui nous pendent au nez et sortir justement de ces soliloques qui se superposent et qu'on nous présente comme étant un débat démocratique. Oui, justement, au premier chapitre, vous invoquez confession militante. Confession militante, d'où est-ce qu'on parle? Formule employé au 68 tard, dites-vous. Tout à fait. Parce qu'en 68, au moment il y avait déjà qui avait la prise de Prague. Oui. Avec la grève 68 où justement le mot d'ordre de 68 dans le campus de Nanterre, d'où est partie la grève en France, et les ouvriers de Renault, il était interdit d'interdire. Et il y avait justement un débat de fond entre les maoïstes, les trotskistes et les marxistes-léninistes purs. Donc, au niveau de la tribune, lorsque un communicant se présentait, on lui demandait d'où est-ce qu'il parle. De Moscou, de la Tchécoslovaquie, de Pékin. Voilà, donc c'est une provocation en même temps qui n'est pas innocente. Parce que autant en France, un philosophe comme Daniel Lindenberg, qui est décédé, avait écrit en 2002, lorsque l'extrême droite est arrivée au pouvoir, Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac. Il avait écrit Enquête sur les nouveaux réactionnaires. Et le résultat de ces enquêtes dans l'ouvrage, c'est que tous ceux-là qui ont animé la révolution ratée de 68, ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont devenus les réactionnaires. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont aujourd'hui en complicité avec le système qu'ils pourfendaient et qui y ont trouvé leur aise. Donc, aujourd'hui, le parallélisme, je ne suis pas en train de faire un plaquage mimétique, mais quand on regarde le personnel politique, pour l'essentiel d'entre eux, ils sont de 68. Et pour l'essentiel d'entre eux, aujourd'hui, ils sont enfermés dans un conservatisme qui frise justement la réaction. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire le parallélisme et cette provocation. Mais ce plaquage aussi se justifie quelque part. Tout à fait. Quand on regarde de plus près ce qui s'y passe, on se rend compte quelque part, c'est comme un jeu de chaises musicales. Tout à fait, tout à fait. Et je le dis assez bien dans le livre. Voyons aujourd'hui, les alliances électorales ne sont pas fondées sur un programme, sur une idéologie ou sur une orientation. C'est sur la quotité des Marocains, des postes de députés qu'ils vont se partager, point barre. La dernière en date, nous l'avons vu avec Yewwi, qui a été l'une des coalitions mornées qui a battu le record en termes de survivance et de durée. Parce que l'enjeu, ce n'était pas la transformation, l'enjeu, c'était tout simplement de changer de majorité, mais en renforçant et en maintenant ce système dont ils disent qu'il faudrait s'en débarrasser. Comment? Il faut se débarrasser de ce système. Justement, je lance un pavé dans la mare pour susciter un débat. Je ne pense même pas que je sois assez fondé
à dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais quand même, en tant que partie prenante d'un long processus de construction démocratique, c'était de mon devoir de faire part de ma vue, de ton expérience, de mon expérience, oui, et essayer de justement toucher du doigt là où ça peut faire mal et qui peut susciter par ailleurs un débat de clarification. Mais justement, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, dites-vous, en parlant également du rôle et de la place de l'élite. Oui. Oui. Je pense que l'élite aujourd'hui, l'élite s'est ankylosée, s'est embourgeoisée et s'est enfermée dans sa tour de Pise, alors que la tour est sur le point de s'effondrer. Est-ce que c'est justifié que l'élite se soit embourgeoisée, comme vous dites? On peut s'embourgeoiser, on peut faire les choix de vie qu'on veut, mais par ailleurs, on n'a pas le droit tout simplement de s'enfermer dans un égoïsme abscon. Quand je le disais d'ailleurs au Premier ministre Abdoul Mbaye qui m'a fait l'amitié de me recevoir il y a quelques jours, j'ai échangé avec Mamadou Lamine Diallo, l'honorable député, et mon propos est simple. Je leur ai dit, vous, Mamadou Lamine Diallo, Dr Ousmane Diallo de MRDS, Abdoul Mbaye, vous êtes de la génération de 60. Vous êtes de ceux-là à qui le Sénégal a donné ce qu'il avait de meilleur. C'est-à-dire que vous êtes l'icône représentative de ce que Senghor disait l'enracinement ouverture. Vous avez un enracinement d'homo sénégalensis, puisque vous êtes rompu aux mœurs et aux vertus sénégalaises. En même temps, vous êtes ouvert par rapport à l'influence ou à l'apport extérieur. Aujourd'hui, depuis l'école nouvelle de Iba Der Thiam, nous avons vu qu'il y a une sorte de déliquescence du niveau de l'enseignement. Mais cette pauvreté du langage aussi en appelle d'une certaine manière à être attentif au secours que ces jeunes-là, dont on dit qu'ils sont violents, dont on dit qu'ils sont nuls, dont on dit... Mais ces jeunes-là, ils ont fait l'objet, moi y compris, d'ajustements structurels. Ils ont en fait payé les pots cassés de l'adoption du consensus de Washington, dont je fais référence dans le livre. Et donc, nous sommes à une heure charnière. Nous avons une jeunesse qui occupe toute la base de la pyramide des âges et qui n'est méséduquée, sans perspective professionnelle, et à qui maintenant on demande de rentrer dans les rangs et de se taire. C'est pas possible. Oui. Alors que voilà, nous disons être dans une société démocratique où la parole est libre, mais quand la parole est libre et qu'il n'y a pas d'éducation, ça donne des situations de ce genre-là. Faudrait-il comprendre quelles en sont les raisons, les causes? Mais vous imputerez justement cette responsabilité à l'élite. Là, vous nous avez parlé de l'élite politique, oui, l'élite intellectuelle. L'élite intellectuelle, politique, maraboutique, tous sont interpellés. Chacun en ce qui le concerne aujourd'hui se contente tout simplement d'adopter la nouvelle mercatique du capitalisme régnant en Occident, à savoir réduire la réflexion à des formules toutes faites, à du prêt à penser. Le dialogue aujourd'hui se structure autour d'un creuset de lieux communs. On aime bien les envolées lyriques, les trucs, mais on ne touche plus jamais le fond parce que justement, c'est le masla. Je l'ai dit dans l'ouvrage. Et à un moment donné, nous avons eu une lucidité. C'est la période des assises nationales, je l'ai dit. Et moi-même, j'y ai pris part. Nous avons eu un instant de lucidité, nous avons fait un diagnostic sans complaisance. Qui est intervenu, les assises nationales, dans un contexte de crise politique, sorti des élections législatives de 2007. Avec un boycott. Oui. Qui n'était de l'opposition à l'époque, oui. De l'opposition, moi-même à l'époque j'étais à l'AFP, mais j'ai voté. Parce que moi, on n'est pas de tradition révolutionnaire. C'est ça en fait, quelque part. Vous le regrettez quelque part dans l'ouvrage? D'avoir boycotté les élections? Non, justement. Les assises nationales? D'absence de transition révolutionnaire. Absolument, parce que nous n'avons pas la tradition. On dit qu'on est un pays de dialogue. Les gens dialoguent donc. Il faut parler, il faut se parler. Tout a été négocié quelque part. Mais les assises nationales, à mon sens, ça a été une catharsis. Ça a permis de faire l'évaluation du senghorisme et d'identifier ses limites objectives et d'en décliner les perspectives quant aux solutions. Et
nous avons convenu qu'il fallait sortir de la monarchie républicaine, qu'il fallait un peu décharger l'exécutif et un peu charger le législatif sous un autre mode que celui par lequel il se fait jour. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi. Mais on continue toujours maintenant à dire des assises nationales. Ça a été réduit parce que vous avez, c'est bon de rappeler à l'opinion comment en est-on arrivé à ces assises. Vous l'avez vécu de l'intérieur. Je l'ai vécu de l'intérieur. Au départ, ce qui était parti comme des assises à connotation politique était devenu finalement national. Oui, c'est pour ça que je dis que ça a été un moment de cathartique. C'est-à-dire que Serigne Mor Mbaye disait qu'il nous fallait un DEP national. Et les assises nationales étaient en tout cas confinées à un DEP national, même si on n'a pas été au bout du processus, parce que les égoïsmes de l'élite politique ont eu le dessus sur les attentes de la population. Et c'est ce que je m'attache à dire à cette génération de 1960. Ça nous a fait rater le virage de 2012. Tout à fait, on a raté le coche. Je l'ai expliqué parce que Macky correspond carrément au portrait robot de ce que Machiavel donne en termes de suggestions, d'injonctions et de recommandations à un prince qui voudrait avoir le pouvoir et le conserver. Là-dessus, il est imparable. Mais le Sénégal n'avait pas besoin d'un prince ou d'un prince machiavélique. Le Sénégal avait besoin d'opérer une transition pour absorber le dividende démographique qui, au lieu d'être un avantage comparatif, finit par être une bombe sociale qui nous pend au nez et qui exige aujourd'hui qu'avant 2024, qu'il y ait un débat de clarification sur le contenu qu'on donne à la République, sur le contenu qu'on donne à la démocratie et de manière globale sur l'articulation de la nouvelle architecture institutionnelle que nous devons faire à l'aune aujourd'hui des crises géopolitiques et du décentrement du leadership mondial qui se joue entre la guerre avec la Chine et les États-Unis, les États-Unis et la Russie. Et dans tout cela, j'ai comme le sentiment, nous attendons que les choses nous tombent sur la tête alors que nous pouvons être proactifs. Si les États-Unis en sont arrivés, ancienne colonie de l'Angleterre, à être aujourd'hui le maître qui bride l'Angleterre du point de vue de la politique géopolitique, pourquoi pas les Africains ne le ferait pas vis-à-vis de la France. Et c'est ça, avoir une vision, c'est ça, c'est se projeter. Il faut, c'est une question de rapport de force et de rapport d'intérêt. Donc malheureusement, nous n'avons pas cette perspective. Et c'était bien parti avec les assises. C'était bien parti avec les assises. C'était très bien parti. Vous parliez tout à l'heure de transition. Cette transition a été faussée, selon vous, avec l'arrivée de Macky Sall? Oui, parce que Macky s'est engagé à appliquer les assises nationales entre les deux tours. Mais nous ne soyons pas dupes. Nous savions que cela procédait tout simplement d'une campagne électorale. Mais il n'avait pas conscience, ou même s'il avait conscience de cela, il l'a méprisé, il a préféré jouer la carte perso. Et cette carte perso-là n'est pas seulement symptomatique à Macky Sall. C'est quelque chose qui est figé en termes... C'est beaucoup plus profond. En termes de pratique de gouvernance, pratique de leadership. Il suffit tout simplement de voir comment fonctionnent les partis politiques. Autour du président Macky Sall, il y avait Fouama Dansokho, il y avait Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, tous ceux qui avaient pris part aux assises nationales et défendaient la thèse de la transition. Ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Nous avons toujours la constitution qui consacre un monarque dans une république. Nous avons une monarchie républicaine. Que Amad Dansokho, Moustapha Niasse et d'ailleurs, juste cette parenthèse, quand il y a eu les assises, on a eu 4 candidats. C'est là où déjà que la comédie a été de mauvais goût. On ne peut pas avoir fait les assises et dire que il nous faut en fait remembrer une partie de l'exécutif au détriment du président sans qu'il ne soit totalement démembré. C'est un jeu d'équilibre qui avait été recommandé. Il fallait aussi détacher l'emprise de l'exécutif sur l'Assemblée nationale au même titre qu'il fallait le faire vis-à-vis de l'institution judiciaire. C'était ça le schéma institutionnel qui avait été retenu. Équilibrer les forces. Tout à fait. Et il y avait un cheminement qui avait été décliné. Les députés ne devaient être élus dans des circonscriptions électorales
comme des élections à 2 tours uninominales où les gens tiraient leur légitimité de leur circonscription et non plus tirer leur légitimité du fait que c'est le président enfermé dans son bureau qui prenait un papier et qui décidait qu'il envoyait, comme nous le voyons aujourd'hui, des gens qui n'ont en fait pas conscience de toute la symbolique historique et historiciste qui habite cette institution-là. Ils sont là juste parce que c'est le prince qui l'a voulu, mais ils n'ont pas conscience qu'ils sont là pour faire l'histoire. Ou en tout cas, faire en sorte que l'histoire fasse ces hommes-là, puisque c'est l'histoire qui fait les hommes. Ils n'ont pas une perspective, une conscience par rapport à l'histoire, mais c'est des jouisseurs tout comme... Du biais en trompe-l'œil, comme vous le dites. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de base idéologique. Il y a tout simplement, c'est mon sentiment, il n'y a tout simplement que des slogans, des lieux communs et voilà, des formules toutes faites. Mais l'historicité des concepts leur échappe totalement et c'est ce qui nous vaut cette situation totalement chaotique que j'essaie aussi par ailleurs de dire. Pour rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Agibou Diallo, il est l'auteur de l'ouvrage Le désastre sénégalais. Alors nous parlons toujours de l'actualité politique en lien avec les thématiques qui sont développées dans l'ouvrage. Oui, vous avez parlé du capitalisme ici, mais comme qui dirait, vous retenez le capitalisme sud-américain comme un modèle finalement. Non, je m'inspire, en fait, j'aime pas trop, mais bon, trivialement, ou on va dire vulgairement, je suis de gauche. Oui. Donc, je m'intéresse à l'histoire de la gauche révolutionnaire et aujourd'hui, on va dire, l'Afrique et l'Amérique latine ont une certaine similarité historique. Ce sont des continents qui ont été colonisés, occupés, exploités par le modèle européocentré. Mais à la différence de l'Afrique, l'Amérique latine a quand même s'est battue depuis Simón Bolívar, Simón Márquez, Simón Rodríguez, plutôt, qui sont devenus les figures tutélaires de Hugo Chavez. Et je me suis intéressé à l'histoire de Hugo Chavez depuis son premier coup d'État dans les années 80 qui avait échoué, son embastillement et son rapprochement avec son maître Simón Rodríguez qui l'a initié à l'histoire. Et donc, comme disait l'économiste américain Charles Wright Mills, c'est un philosophe d'ailleurs, on ne peut pas comprendre un individu tant qu'on ne l'a pas replacé dans le contexte historique où il vit, comprendre ses problèmes personnels et ses problèmes sociaux. Donc, et ça, on le tient de max, la perspective historique vient toujours. Puisque un mal ne vient pas, ne tombe pas du ciel. Le mal a des racines historiques et pour le guérir ou pour en guérir, il faut prendre le temps d'épuiser tout le processus historique à partir duquel le problème émerge. Donc, moi, je vois l'Amérique latine poser des actes significatifs pour s'émanciper du colonialisme, d'abord européen et ensuite américain. Ils se sont battus pour sortir du dollar parce que depuis Jimmy Carter, la politique étrangère américaine a changé avec Henry Kissinger. Avec Monroe, c'était de la politique de la coopération qui intervenait aux besoins militairement. Mais ensuite, le capitalisme américain est devenu un peu plus agressif et colonial. Donc, eux, ils ont trouvé les moyens. Eux, c'est l'Amérique latine. J'ai fait un petit détour en Amérique et j'ai été dans le mouvement altermondialiste. Donc j'ai un autre... Mais qu'est-ce qui vous fascine le plus ici dans l'expérience c'est le fait d'avoir essayé de se battre pour s'émanciper de l'emprise du capitalisme et du dollar américain. Ils y sont parvenus et c'est un bilan, je vous le conseille, mitigé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comme disait Lénine, tant qu'il y a de la volonté, il y a du chemin. C'est cette volonté-là. Cet engagement. C'est cet engagement-là de dire qu'il n'y a pas de fatalité historique, qu'il n'y a pas de processus historique qui ne puisse être inversé. Et c'est cet esprit-là qui m'anime. Agibou Diallo, au travers de ces expériences, on s'est rendu compte que ces expériences ne vont jamais jusqu'au bout.
du capitalisme. Parce que les réactionnaires Oui. ne sont pas des chérubins angéliques qui restent dans leur coin et qui observent les gens faire. La complexité de la situation est telle que il y a de la vigilance. Ça en appelle à de la vigilance à tout moment, et que c'est un rapport de force. À un moment donné, la preuve, en 2003, le coup d'État qui avait été organisé contre Chavez n'a pas pu prospérer parce que justement le travail de conscientisation qu'il avait fait de la masse en leur expliquant les enjeux qui se cachaient derrière tout ce tohu-bohu politique a pu quand même gagner les masses et faire en sorte que les masses ne se fassent pas duper par les réactionnaires de droite sous, on va dire, guidés de la CIA, chercher tout simplement à virer Chavez qui avait nationalisé les sociétés étrangères qui étaient en train de d'usufruiter toutes les ressources nationales. Des expériences comme l'Amérique latine. Oui. Une autre expérience avec Cuba. De ce point de vue, c'est du pareil au même. Alors, est-ce que le Cuba fait l'objet de clichés de stigmatisation? C'est vrai que tout n'est pas rose, mais du point de vue de l'éducation, les Cubains sont mieux éduqués. On a vu comment ils ont pu encaisser le choc de la Covid. Et ça, c'est de l'éducation populaire de masse qui le permet à un mouvement révolutionnaire. D'où l'intérêt, justement, de prendre en compte ces expériences réussies, que l'on soit à Cuba comme en Amérique latine, en termes de parallélisme des expériences, il y a à accepter que, contrairement à ce qui s'est produit chez nous, par exemple, ou dans les pays francophones, cette tendance à négocier. Oui, ça tient à aussi, négocier ça tient aussi des rapports que nous avons eus avec la France. Je ne révèle pas un secret quand je dis que nos indépendances ont été octroyées par le président de Gaulle avec la complicité des forces intellectuelles et religieuses qui étaient là. Abdou Diouf le dit. Abdou Diouf, dans sa mémoire, le dit que quand de Gaulle est venu, c'est après le discours de Waldio à la place Protet, il a reçu, de Gaulle a reçu Serigne Abdou Azizi de Tivaouane, Serigne Fallou de Touba, Baye Niass de Kaolack, Thierno Seydou Nourou Tall et le non-vicaire de l'église, et ceux-là même ont dit à De Gaulle qu'il peut partir tranquillement à Conakry, que c'est eux qui ont les masses. Si les politiques veulent voter non, eux ils vont faire voter oui pour la constitution. Donc les causes historiques, c'est dans les mémoires d'Abdou Diouf. C'est dans les mémoires d'Abdou Diouf. Et je vous fais une confidence, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de lire les mémoires. Parce que ça a été une découverte traumatisante. Moi, on m'a toujours vendu que les confréries ont été une organisation de résistance par rapport à l'intrusion coloniale. Comment dans ces conditions-là, nous voulons l'indépendance, et les chefs religieux disent aux colons, à l'occupant, que nous allons voter oui pour la commission. Ça renseigne quoi finalement? Ça renseigne beaucoup de choses que nous devrions farfouiller, et c'est pour ça que j'ai dit nous avons un roman national mensonger, parce que on ne nous a pas tout dit. Mais ça, c'est juste un truc. Mais Foccart dit dans ses mémoires que au moment où De Gaulle mettait en place la cellule africaine de l'Élysée, il lui a dit, puisque Foccart ne voulait pas de salaire, il était un commerçant qui connaissait très bien les départements d'outre-mer et les colonies. Il y faisait du commerce, donc il connaissait les figures tutélaires dans chaque endroit. Et il n'avait pas voulu de salaire pour garder sa liberté vis-à-vis du général de Gaulle. Le général de Gaulle lui dit, je mets en place cette cellule-là, tu as carte blanche de décider de ce que tu veux en Afrique, mais il y a deux pays dans lesquels je ne voudrais pas entendre de coup d'état militaire, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce qui nous vaut aujourd'hui la paix, contrairement à ce que nous avançons. C'est vrai que nous sommes un peuple de dialogue et de tradition dialogique, mais en souterrain, il faut aussi dire que quelque part les forces impérialistes trouvent de l'intérêt à ce que nous soyons en paix. Le jour où ils voudront que nous n'y soyons plus, qu'est-ce qu'il en résultera? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Oui, c'est des questions également qu'on doit se poser. Oui, est-ce que ça traduit ou traduirait l'échec des idéologies? Parce que vous avez un passé de militant.
Je suis encore militant, oui, Omar. Quand je dis militant appartenant à un appareil politique. Tout à fait. Mais aujourd'hui, quelque part, est-ce que c'est l'échec des partis politiques, des appareils politiques et l'échec d'un certain militant? Oui, c'est une question très pertinente, Baye Omar. Et je pense que sur cette question-là, je vais peut-être vous renvoyer à la production de Paul Ricoeur. Oui. Il a écrit un ouvrage, Utopie et idéologie, où, bon, il essaye de montrer en quoi il faudrait être méfiant vis-à-vis de l'utopie. L'utopie est inspiratrice de la science parce qu'elle marche sur l'intuition. Et Marx disait que ça peut être la réalité de demain aussi. Tout à fait. Et l'idéologie a toujours, on va dire, des relents scientifiques, se revendique de la science, alors que rien de scientifique ne peut prouver les bases théoriques sur lesquelles ils se sont élaborés. Et il va plus loin. Et il dit que la démocratie représentative ne l'est pas, ou si elle l'est de manière imparfaite, mais pas une véritable démocratie représentative. Parce que, comme dit Schumpeter, nous avons emprunté à la novlangue managériale les mêmes termes. Ça veut dire quoi, marketing politique? Marketing, c'est pour quelqu'un qui fait une étude de marché. Alors que la politique, c'est une réflexion en amont et pour une action en aval en vue de transformer socialement et positivement, qualitativement. Mais qui a besoin d'être habillé également. Et donc, oui, les idéologies ne sont pas mortes, mais je pense que ce sont les animateurs de ces idéologies-là qui sont à bout de souffle et qui n'ont plus d'inspiration. Et c'est pour ça qu'il faut donner un nouveau souffle à la politique. Et c'est ce que j'essaie, c'est ce à quoi j'invite mes lecteurs. Et cela nous plonge quelque part dans une réalité féconde, dis-je. Nous sommes dans le cadre de la globalisation. Tout à fait. Oui, dans le cadre de la globalisation, pour en conclure et en dire quoi, oui, qui décide finalement et qui commande? Oui, c'est une question que nous nous posons, puisque depuis le consensus de Washington, nous avons la même formule appliquée à toutes les crises. C'est-à-dire moins d'États, beaucoup plus de réformes et une subordination des États au marché. C'est-à-dire l'éducation aujourd'hui, celui qui n'a pas de l'argent pour inscrire ses enfants dans une... Nous le vivons. Celui qui n'a pas de l'argent, il ne peut pas se soigner. Celui qui n'a pas de l'argent, il ne peut pas voyager. Et donc, alors que tout ça, ce sont des droits inaliénables et imprescriptibles qui sont gravés dans le marbre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais à cause justement de cette mégalomanie des agents de l'homme. Aujourd'hui, ce ne sont plus les politiques qui dirigent, ce sont les banques. Figurez-vous, la crise des subprimes est passée comme ça au nez à la barbe des contribuables du monde. Alors que, au lieu de faire payer les banques qui sont parties spéculer sur la capacité des pauvres à pouvoir contracter un crédit au taux... Voilà, évoluant en bande d'en dessus et qui allait en s'accroissant, au lieu de faire payer aux banques cette hérésie et cet amusement vis-à-vis des contribuables ou des travailleurs, on a remboursé la perte des banques par une collecte, en endettant les contribuables. C'est-à-dire que les contribuables sont retrouvés à perdre deux fois. Ceux qui avaient été sortis de leur maison se retrouvent endettés du fait justement de la dette publique ou du déficit public que les politiques ont créé pour rembourser des privés. Donc il y a une sorte de privatisation de l'État. Et Marx le dit d'ailleurs. L'État n'est qu'un moyen d'oppression au service des oppresseurs. Et aujourd'hui, les oppresseurs, ce ne sont pas les politiques. Les politiques, aujourd'hui, en fait, ne sont que, pour ne pas utiliser un mot grossier ou truc, mais ce sont ils obéissent à des scénarios qui ont été conçus et sur lesquels on leur demande de jouer sans qu'ils n'aient été associés à la conception de ces scénarios. Associés en rien du tout, mais aujourd'hui une question s'impose, le monde des crises et ses espérances vues du Sénégal. Oui, le Sénégal aussi est plein dedans. Oui, crise profonde. Et crise profonde qui en fait, qui date de 2000. Nous avons raté le virage de 2000. Non, vous avez parlé de crise en 2000 et en 2012. Oui. Toutes les alternances que nous avons eu à faire ont raté le coche de l'histoire. Nous devions faire des réformes en profondeur
en matière de gouvernance et en matière voilà, de l'exercice du pouvoir en lui-même. La monarchie républicaine ne nous convient pas. Regardez Pape Baye Oumar. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire nous attendons les termes de référence pour le dialogue. Vous l'entendez ou pas? Mais évidemment. Mais, bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait de la Commission nationale des réformes des institutions qui est une commande publique? Puisque c'est avec l'argent des Sénégalais que Macky Sall a doté de moyens à cette commission-là pour qu'il puisse faire les consultations citoyennes et réfléchir dans le prolongement de ce qui a été effectué pendant les assises nationales afin de nous proposer un dispositif institutionnel qui soit adapté à l'évolution de notre société. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Macky Sall a pris ce qui l'intéressait, il a laissé l'autre. Maintenant, il y a cela qui est là, qui nous pend au nez, et nous savons que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de leadership et de l'exercice du pouvoir par Macky Sall. Macky Sall a été très violent dans sa façon d'exercer ses prérogatives institutionnelles et dans sa façon aujourd'hui d'établir une relation dialogique et par contre, même pas dialogique, mais relation de concurrence, de défiance avec son opposition. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela pour vous? Mais c'est le fait tout simplement d'avoir négligé le processus historique dans lequel nous nous inscrivions depuis pratiquement la lutte de la clandestinité par ma famille politique. Mais qu'est-ce qui a expliqué l'essoufflement des institutions? L'essoufflement des institutions, comme je dis, c'est parce qu'il y a l'hypertrophie présidentielle où tout part d'un homme et tout revient vers lui. C'était possible peut-être à l'aube des indépendances, nous étions 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes 17 millions. Ces institutions-là ne sont pas adaptées. En attendant les résultats du recensement. Oui, voilà. Oui. Je pense que même nous retrouvons avec 20-21 millions compte tenu du croix démographique qui est aligné à 2,5. Il y a un recensement général des populations et de l'habitat qui est déjà parti. Et la deuxième des choses, c'est que nous avons eu de l'indépendance, mais nous n'avons pas tout coupé le cordon. Nous sommes restés dans le système focartiste où tout dégouline de là-haut et nous, on nous laisse les rustines. Et après, voilà, on s'étonne qu'il y ait une crise parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais aujourd'hui, justement, il nous faut comprendre, justement, qu'est-ce qui peut expliquer et justifier ce qui se passe présentement dans notre pays. Mais c'est parce qu'il y a une fuite en avant des politiques. Il y a des égoïsmes. Aussi l'échec des partis politiques. Mais oui, tout à fait. Les partis politiques ont échoué. Oui, et du leadership politique aussi. Les partis politiques ont échoué, pas qu'au Sénégal. Oui. Il faut aussi qu'on rende justice. C'est un phénomène global, mondial. Global. Oui. Parce que la crise du politique. Oui, la démocratie représentative de titre parti est en train de vivre ces derniers jours. Et comme dit Alain Touraine, il va falloir inventer de nouvelles formes d'intervention collective. Les partis politiques sont d'une émanation récente. Les syndicats sont plus vieux que les partis. C'est les syndicats qui ont accouché des partis. Et alors que les syndicats s'occupaient des questions sociales, et à un moment donné, voilà, le Labour Party a fini par être le premier parti politique créé depuis l'ère moderne. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que dans les démocraties avancées, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais c'est pour me faire comprendre, l'abstention est le premier parti politique. Et ceux qui s'abstiennent, c'est un corps social et politique hyper formé, très au fait de la réalité du monde et qui, en fin de compte, se retrouve en relation ou en rapport de défiance avec ceux-là qui voudraient les représenter. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'appliquer un agenda qui n'obéit pas au programme politique qu'ils ont vendu à l'électorat. C'est l'échec de la démocratie représentative. Tout à fait, c'est l'échec de la démocratie représentative et ça en appelle à une nécessité de réinventer un nouveau monde et c'est à la hauteur Mais justement, nous y sommes, le lien est trouvé. Vous l'avez dit, auteur de l'ouvrage Le désastre sénégalais, Agibou Diallo, de quels militants doivent répondre les futurs chantiers pour les vrais changements? Les vrais changements, je pense qu'il faut revenir au panafricanisme et il faut lui donner un nouveau contenu. Il faut reconnecter cette nécessité historique
par rapport aujourd'hui à la marche du monde, il nous faut créer un globe. Et je le dis, il nous faut remettre en selle le vieux projet de Maître Yacine Diallo, qui a été le premier député de la Guinée au Palais Bourbon. Et j'ai discuté avec Jean-Pierre Ndiaye de Jeune Afrique, qui m'a fait l'amitié, qui me faisait l'amitié avant son décès de me recevoir chez lui. Rendu hommage. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été une grande affliction. Oui. Et il me disait qu'en fait, l'une des raisons qui fait que on peut douter, on peut même soupçonner que Yacine Diallo ait été tué, c'est parce qu'il avait eu la vision de l'exploitation régionale de la Guinée, qui allait être le poumon de cette sous-région-là pour impulser toutes les politiques énergétiques, agricoles. C'est que Touré parlait de la Guinée comme un scandale géologique. Oui. C'est ce qu'il disait. Oui. Et donc, il fallait en fait créer une sorte de conurbation entre nos différents micro-États. Tout à fait. Oui. Et il y a un homme assez intéressant que j'ai entendu et que j'ai lu, par exemple, Pierre Atepa Goudiaby, Sénégal Rec, qui fait allusion, lorsqu'il a été question du gaz, il parlait de possibilité de mettre en place une industrie sidérurgique entre la bauxite guinéenne, le gaz sénégalais, les gisements de fer de la Falamé. Donc c'est ça en fait la marque. Mais ça c'est de nouveaux paradigmes. Tout à fait. Oui. Nous ne pouvons pas en fait rester dans les structures étatiques dont nous avons hérité sont devenues totalement anachroniques par rapport justement à la jeunesse dont nous regorgeons ici et à laquelle nous ne proposons pas de perspective en dehors justement d'aller sur les réseaux sociaux, d'insulter ici et là, alors qu'il faut leur proposer une éducation politique citoyenne. Alors finalement, il a été beaucoup question de théoriser. Sommes-nous arrivés au stade de la transformation, comme disait Marx? Absolument. 11e thèse de Feyerabend. Les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde différemment. Il s'agit de parler de maintenant. Cette vérité-là, il faut impératif catégorique transformer le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment de clarification. Vous l'avez indiqué dans l'ouvrage. Tout à fait. Oui. Et il faut négocier ce virage-là, parce que si on rate ce virage-là, je pense bien que nous aurons beaucoup de mal à nous en relever. Et c'est pour ça que j'écris. Baye Oumar, vous êtes un intellectuel, vous êtes un journaliste, vous êtes un homme racé par rapport au maniement des idées. Et ça, c'est lié à votre fonction. Vous recevez des sommités ici. Moi, je ne suis qu'un militant. Je ne me sens pas d'étoffe à écrire un livre ou à opiner sur des questions politiques. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai mis du noir sur du blanc par rapport à mes angoisses. En lisant le livre, on peut faire même l'état psychologique du militant qui s'épanche. Parce que il y a une sorte de... Ils se sont tous défilés. Mes aînés et mes maîtres se sont défilés. Et donc, je me suis dit... Écoute, au lieu de suivre la meute, au lieu de te renfermer dans ton coin et rester sur Facebook à formuler des jérémiades, il vaut mieux peut-être lancer un pavé dans la mare pour inviter les gens à débattre sur la clarification qui nous pend au nez et à laquelle, vis-à-vis de laquelle nous ne pourrons pas nous dérober si nous voulons assumer notre responsabilité historique par rapport à la survie de notre nation. Et vous avez invité à un débat. Oui, vous dites, je vous cite, pour n'en point finir les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Il faut qu'on sorte du consensus de Washington. Il faut qu'on sorte de cette politique budgétariste, monétariste, ouverture sans entrave et réduction des coûts de production. Ça, c'est l'Occident qui est arrivé à maturité par rapport à son niveau de transformation. Nous avons tout à faire. Et je pense que la situation, l'évolution de la géopolitique mondiale nous offre des fenêtres de réajustement, mais malheureusement, nous n'avons pas des leaders capables de prendre la vague au rebond pour justement nous mener la barque à bon port. On est attentiste, on attend que les choses se fassent ou que le ciel nous tombe sur la tête pour nous retrouver ici à pleurer et venir sur tes studios et vous nous ennuyer de nos pleurnicheries. Et j'espère que nous n'en arriverons pas là. En tout cas, vous l'avez dit, redit et écrit finalement. Oui, faudrait-il se désespérer ou encore garder l'espoir avec cette jeunesse qui se fait debout, dynamique, des jeunes justement à l'époque de leur propre monde
Mais ces jeunes-là, en fait, moi, derrière les insultes que les gens semblent déplorer, c'est déplorable tout à fait. Mais il y a un message subliminal de fond. C'est qu'ils font un appel au secours. Ce sont des gens, c'est une jeunesse qui ne sait pas ce que c'est qu'un État. Parce qu'ils ne voient pas l'État. Quand ils voient l'État, c'est les hommes politiques qui exercent l'État ou qui usufruient du pouvoir et qui leur distribuent des ressources pendant les kermesses. Moi, je ne dis pas qu'on fait des campagnes électorales, on fait des campagnes kermessielles où il y a des soliloques juste à poser. Même un débat contradictoire. Vous vous rendez compte, en 2010, il y a eu un face-à-face entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sur les deux tours. En 2012, est-ce que Abdoulaye Wade et Macky Sall nous ont offert ce prix? Ça, c'est une obligation. Mais c'est une obligation. Qu'est-ce que vous retenez de l'évolution de ces appareils, de ces partis politiques? Mais ces partis politiques sont devenus... Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de formation du militant. Il n'y a pas de formation idéologique comme nous en avons eu. Et c'est regrettable. C'est pour ça, quelque part aussi, je me rattrape en faisant ce livre-là, en essayant d'en décider. Oui, à travers votre évolution de militant, vous êtes resté militant comme vous le dites. Merci de le reconnaître. Oui, mais aujourd'hui, quelle réponse donnez-vous à la conjoncture politique actuelle? Justement, la place du pouvoir et son lien avec le politique aujourd'hui. Quelle réponse? Le pouvoir et le politique aujourd'hui, j'avoue que c'est une question qu'il faut creuser davantage. Je n'en ai pas une idée toute faite, mais mon expérience m'a permis en fait d'expérimenter une pratique qui est tout à fait anachronique. Les leaders politiques, pour dire vrai, aiment s'entourer de courtisans, plutôt justement de lieutenants qui soient capables de leur apporter le supplément d'âme qui leur manque en termes de compagnonnage. Pour être plus clair dans mon propos, quand on observe la première génération révolutionnaire des États-Unis, qu'on prend souvent en exemple comme étant une démocratie, et c'est pour cela que j'en appelle aujourd'hui à l'esprit de responsabilité de la génération de Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, ils me viennent comme ça à l'esprit. Thomas Jefferson a écrit la Déclaration d'indépendance des États-Unis. James Madison, John Hamilton, John Jay, ils ont nourri des relations épistolaires pendant même qu'ils étaient en guerre contre la monarchie anglaise pour leur libération, pour discuter du dispositif institutionnel démocratique qu'il fallait substituer à la couronne anglaise afin que le peuple américain puisse vivre dans une société démocratique. Et Benjamin Franklin, tous ces gens-là ont été des sommités. Mais pourquoi donc les uns se sont effacés au profit de George Washington? Parce que George Washington a été celui qui était plus riche, qui n'aurait pas besoin d'être corrompu. Et il a fait 2 mandats, il est parti. Les autres ont suivi. James Madison, je crois, a été 5e président. Thomas Jefferson a été 4e président. Et ils ont tous fait 2 mandats. Mais il y a eu une sorte de génération spontanée qui a appris à se dissoudre dans un projet collectif. Mais ici, ce que nous voyons de plus en plus, c'est des égos totalement hypertrophiés. Chacun pense que son heure a sonné, alors que ils ont une dette envers cette jeunesse-là. Le Sénégal leur a donné tout ce qu'il y a de mieux qu'il puisse donner à ses enfants. Et à partir des planches d'ajustement structurel, les jeunesses ont été livrées à elles-mêmes. Elles sont aujourd'hui exsangues, elles sont pressées parce que nous vivons dans un monde hyper matérialiste où la considération sociale est articulée à une sorte de possession ou d'accumulation matérielle. La dernière question à Agibou Diallo, entre la préservation du pouvoir, le respect de la limitation à 2 mandats et une jeunesse qui en veut, qui est debout et qui demande à être prise en charge, comment résoudre une telle problématique dans un contexte si difficile? Que les acteurs se retrouvent. Moi, j'ai une proposition, si vous me permettez. Bien sûr. Au lieu d'ergoter et de jacasser autour des termes de référence, que tous les acteurs politiques, de Macky Sall au dernier parti politique qui a été créé hier, se retrouvent au travers de ce dialogue-là et qu'on dise, on prend date à partir de 2024, le contenu des recommandations de la CNRI
vont entrer en vigueur cumulativement à l'élection présidentielle. Et on essaie de voir avec les juristes, le Conseil constitutionnel, par quelle voie l'élection présidentielle va être accolée à cette réforme majeure. En tout cas, c'est laissé ouvert par cette question pour conclure et retenir, vous l'avez même écrit, de cette crise dans laquelle nous sommes. Je veux parler du Sénégal. De cette crise doit fondamentalement ressortir un changement de perspective chez tout aspirant à gouverner la cité, craindre la foudre populaire et s'attacher impérieusement au souci de consolider l'observance du plus haut respect et de la plus haute déférence en direction de l'intérêt général. Tout à fait. C'est une question... Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, écoutez, moi je n'ai pas pu le faire à l'entame. Nous avons tout de suite attaqué le fond. Oui. Mais là, j'ai un message personnel. Oui. Et prendre à témoin l'audimat. Oui. Vous félicitez, vous encouragez, parce que vous êtes dans un créneau peut-être qui n'est pas du tout enchantant compte tenu aujourd'hui de la quête du buzz. Vous avez décidé de vous hisser dans le ciel des idées. Vous avez peut-être même dépassé le stratosphérique compte tenu de la qualité des émissions que vous proposez aux citoyens. En tout cas, nous de la diaspora, je tenais véritablement, moi qui viens de la diaspora, à vous rendre hommage pour cet effort intellectuel que vous déployez à passer sur le grill tous ceux-là qui prétendent vouloir nous diriger. Il faudrait qu'ils viennent se soumettre justement à l'interrogatoire de celui-là qui parle au nom et pour le compte des citoyens. Parce que le journaliste, c'est le porte-voix des citoyens, c'est l'éclaireur, et je pense que vous remplissiez plus que même qu'on ne pouvait en attendre cette fonction-là, et je tenais personnellement à vous remercier pour ce travail que vous faites, et vous le faites pour nous qui n'avons pas tout le temps la latitude de pouvoir atteindre ces hommes-là. Pour vous répondre, d'abord vous dire merci, et j'emprunte à Plenel Edouy justement ce qu'il a pu dire après l'apparition de son ouvrage Éveil de conscience, gardien de l'esprit de la démocratie et de l'éthique également de la démocratie, telle est la fonction dévolue aux journalistes. Et merci. Encore une fois, un grand merci. Mais merci à moi qui vous remercie. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres, ouvrage à lire. Merci. Merci beaucoup, Baye Omar. D'être passé nous voir. C'est un honneur de passer ici, et vous pouvez même pas mesurer la joie que j'ai, parce que jamais dans ma vie je n'aurais imaginé que je viendrais faire face à celui quand je me mets dans le métro avec YouTube pour écouter Objection, parce que je reçois la vidéo des fois le soir et le matin quand je vais au travail, je mets mes casques, ça me tient compagnie dans le métro si je n'ai pas un livre à lire. Donc vous me tenez compagnie. Merci et aujourd'hui je suis en face de vous. Je me devais de m'acquitter de cette dette de gratitude envers vous et vous certainement encourager. Destiné à l'équipe digitale. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute, l'information continue sur la 98.5 et dans une poignée de secondes, c'est au tour de El Hadj Maodo Faye et son invité. Au revoir.